Alors il y a un fond idéologique, il y a un fond de récit, il y a un fond historique d'un certain nombre d'événements qui sont utilisés par les groupes islamophobes pour puiser des idées types qui vont alimenter leur islamophobie. Par exemple, il y a cette idée qu'il y a un peuple français et que ce peuple français il est figé et que toute différence, toute externalité va venir polluer, abîmer, faire dégénérer le peuple français. Mais la France a toujours été un pays d'immigration, c'est le dernier pays avant la mer. Donc forcément, il y a des gens qui viennent de toutes les autres régions. Il y a aussi le fond historique des croisades. Donc dans les croisades, il y a cette idée que les Français résistaient à l'oppresseur, et l'oppresseur bien entendu c'était les Arabes, et donc les musulmans. Et à l'époque déjà, il y avait un certain nombre d'idéologues, et même d'artistes, qui construisaient l'image des musulmans comme une image maléfique, démoniaque, qui menaçait non seulement l'identité mais aussi la culture française et la sécurité des gens. Et à l'époque, pour mener ce combat qui était d'abord un combat politique, il y avait un intérêt politique à mener les croisades, il fallait convaincre le peuple d'une menace musulmane. Et cette menace, bien entendu qu'elle n'était pas réelle, mais lorsque on opprime son propre peuple, on a besoin de construire une menace à l'étranger pour pouvoir justifier qu'on les envoie à la guerre. Donc il y a cette idéologie du peuple français uni biologiquement, ethniquement, culturellement, de manière figée et monolithique. Il y a ce fond qui est lié aux croisades, qui déjà à l'époque construisait une identité musulmane dangereuse, envahissante, conquérante, problématique. Et puis il y a plus récemment toute la période de la colonisation où on a retrouvé les deux idéologies qu'on verra peut-être plus tard, à la fois une idéologie suprématiste, le peuple français, le peuple blanc, le peuple traditionnel est supérieur en connaissance, en culture et même parfois en race, même si ça n'a pas de réalité biologique, à ces Noirs, ces Arabes, ces Asiatiques. Et là, on est dans l'idéologie racialiste et raciste la plus explicite. Mais c'est pas celle-ci qui était la plus présente et la plus dominante pendant la période des colonisations pour justifier. C'était une idéologie civilisatrice. On va aller faire rentrer les Noirs, les Arabes, les Asiatiques dans la modernité, ou plutôt dans notre modernité. Et il va falloir civiliser ces peuples. Les civiliser, ça voulait dire les rendre comme nous, leur donner accès à notre langue, notre culture, notre idéologie, et nous avoir accès à leurs ressources et leurs points géographiques, stratégiques, que ce soit des comptoirs marchands, que ce soit des territoires géographiques immenses, que ce soit aussi une force de travail. Et je ne vais pas réitérer toutes les raisons que des empires coloniaux ont eu de s'établir. Il suffit de dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'islamophobie au sens large, on va puiser aussi dans ces mythes-là, on va puiser aussi dans ces récits-là, et c'est ça qui alimente en grande partie le fond idéologique de l'islamophobie, où on a une recomposition du racisme. C'est ça l'héritage historique de l'islamophobie. Il est toujours intéressant de voir que même en 2019, le musulman, avec tout ce que cela importe dans l'imaginaire occidental, hérite des clichés dignes de la période coloniale. On a toujours l'arabe qui est ce traître, cet égorgeur, cet homme à la libido sans aucune limite, qui aura un harem, un mélange entre les contes des mille et une nuits d'une part et les méchants terroristes dans les films américains. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les gens considèrent. Et on a aussi l'homme noir, pour ce qui nous concerne, avec les stéréotypes de la colonisation, le fainéant, assez stupide, qui n'est bon qu'à porter des choses lourdes et à faire du sport. Malheureusement, dans la tête de certains et de certaines, ces clichés ont la peau dure. On rajoute à cela le mythe civilisateur, justement, où finalement se coloniser ne vient qu'avec des tares ethniques, mais aussi des tares culturelles. Et que lui ramener la civilisation occidentale, non pas ce qu'elle est dans la réalité, parce que nous sommes des Occidentaux, peu importe notre couleur de peau, ce qui importe c'est où nous sommes nés, où nous avons grandi et comment nous avons grandi. Mais ce système justement, on fait croire que l'assimilation à un soi-disant système pourra nous libérer. Tout comme à l'époque on a colonisé
l'Afrique et d'autres endroits dans le monde pour les libérer, soi-disant, eh bien aujourd'hui, certains nous disent que pour nous libérer, il faut nous libérer de l'islam. Il est très important dans une stratégie qui veut faire l'oppression d'une minorité, de réussir à déshumaniser cette minorité. Et c'est exactement ce à quoi on assiste avec le musulman dit pratiquant. Parce qu'on n'est pas pratiquant de l'islam, on vit l'islam. Cela étant dit entre parenthèses. Et en fait, on nous ramène des hommes qui, au-delà d'appartenir à une spiritualité, au-delà d'appartenir à une communauté qui compte quasiment 2 milliards de personnes sur cette terre, au-delà d'appartenir à la tradition d'une civilisation qui a fait des découvertes extraordinaires dans les mathématiques, dans la physique, dans la médecine, dans l'architecture et que sais-je encore, eh bien en fait on veut faire croire que l'islam est une sorte de prison intellectuelle où finalement les hommes deviennent des monstres. Et on le voit bien avec toute la propagande autour des convertis à l'islam. Il s'appelait Stéphane, il était un jeune homme équilibré, modèle, moderne, et lorsqu'il a été en contact avec l'islam, il s'est transformé en monstre. Elle s'appelait Stéphanie, elle était moderne, elle était jeune, pleine de joie de vivre. À partir du moment où elle a été en contact avec l'islam, eh bien tout cela est parti en fumée, d'une façon aussi spectaculaire qu'une bibliothèque qui aurait pu brûler. Eh bien en fait on appelle ça déshumaniser des gens. Les gens oublient finalement à force de voir ces choses-là que l'islam est avant tout un système religieux, une spiritualité, une volonté d'apporter à la société dans laquelle on est. Et une spiritualité et un amour profond pour notre Seigneur, avec une fraternité, en premier lieu il est vrai, une fraternité religieuse, mais aussi une fraternité à travers l'humanité. Donc, quand on parle d'islamophobie, on parle aussi d'une forme contemporaine de racisme. Et qui dit racisme dit injustice. Parce que ce n'est pas uniquement une peur ou un rejet ou un manque de tolérance vis-à-vis de l'autre. C'est aussi des comportements. Des comportements de violence, des comportements d'exclusion, des comportements qui mènent à des attaques, à des discriminations, à des choses qui sont relativement destructrices. Or, la nature humaine au sens social, au sens psychologique, même au sens citoyen du terme, elle rend difficile le passage à la violence. La seule chose qui facilite ce passage à la violence, c'est de déshumaniser sa cible. Et à partir du moment où le musulman et la musulmane ne sont plus des êtres humains, alors on peut leur causer du tort. On n'a plus un rapport de citoyenneté, on n'a plus un rapport d'amitié, on n'a plus un rapport de voisinage à des gens dont on sait par ailleurs qu'ils nous ressemblent incroyablement. Ils ont grandi devant les mêmes séries et dessins animés, ils ont été à la même école, ils partagent le même souci d'une bonne éducation pour leurs enfants et de conditions de vie qui soient décentes. Et la seule chose qui nous différencie profondément, c'est une différente vision sur le plan spirituel, une différente variation quant à nos modes de vie, mais rien d'insurmontable. Donc pour pouvoir haïr le musulman, pour pouvoir agresser le musulman, pour pouvoir discriminer le musulman, et que ça se passe en toute impunité, on a besoin de le déshumaniser. On a besoin de considérer qu'on n'a plus affaire à des êtres humains, mais à des symboles, à des icônes qui représentent quelque chose qu'on rejette par ailleurs. L'islam ou les musulmans au sens très large du terme. Comment est-ce qu'on peut expliquer à une jeune fille qu'elle n'est pas la bienvenue à l'école si on ne l'a pas déshumanisée au préalable? Comment, dans la tête d'un enseignant, dont c'est la vocation de transmettre un savoir, on peut lui faire accepter l'idée que tiens, tu vas renvoyer Fatima ou Marie parce qu'elles sont musulmanes? C'est pas du tout acquis. Et la seule manière de rendre ça acceptable, c'est de déshumaniser Fatima et Marie parce qu'elles sont musulmanes. Et Ahmed parce qu'il a dit Bismillah à la cantine. La seule manière de rendre acceptable qu'on persécute des milliers de familles en les perquisitionnant alors qu'ils sont pour la quasi-totalité d'entre eux totalement innocents, la seule manière de rendre ça acceptable, c'est de dire que potentiellement ils sont liés au terrorisme et qu'au bout du compte, leur vie ne vaut pas grand-chose. Et que c'est un sacrifice nécessaire pour que nous soyons tous en sécurité. Donc, le processus de déshumanisation des musulmans est un maillon essentiel du dispositif islamophobe parce qu'il rend l'islamophobie non seulement acceptable, mais nécessaire. On ne parle plus d'injustice contre des êtres humains, on parle d'exclusion ou de violence contre des icônes maléfiques. Et c'est ça qui rend l'islamophobie
désormais totalement acceptable dans notre contexte. Et c'est ça qui explique qu'on peut poignarder des femmes musulmanes, on peut assassiner ou tenter d'assassiner des imams, on peut mener des attentats islamophobes, on peut exclure des enfants, persécuter des familles, et qu'au bout du compte, ça n'émeuve pas beaucoup plus que ça l'opinion nationale. Premier élément, l'intégration ne concerne que les gens qui ne sont pas nés en France. Lorsqu'on dit à une personne qui s'appelle Mohamed, à une femme qui s'appelle Khadija, qui est née à Aubervilliers, à Marseille, à Rennes, à Strasbourg, à Lille ou à Villeneuve-d'Ascq ou que sais-je encore, et qu'on lui parle d'intégration, c'est scandaleux. La personne qui est née ici fait aussi l'identité de ce qu'est la France. Que cela plaise à certains ou non, c'est une réalité. Peu importe notre origine et peu importe nos convictions religieuses. Nous faisons aussi ce pays. Toujours il y a cette volonté, lorsqu'on s'adresse aux musulmans, de dire vous devriez faire un effort pour vous intégrer. M'intégrer dans quoi? Allez vous faire intégrer vous si vous avez un problème. Moi je suis né ici, on ne m'explique pas ce que c'est d'être français. La première langue que j'ai apprise c'est cette langue-là. L'école où vont mes enfants c'est une école française. Ce qui définit ma culture sur le plan oratoire, sur le plan littéraire, sur le plan culturel, c'est la culture française. Même sur le plan psychologique, le sens de l'humour que j'ai, c'est un sens de l'humour français. Ma culture cinématographique, elle est moins française qu'américaine sur certains aspects, mais tout ce qui fait le creuset culturel, le berceau culturel dans lequel l'immense majorité d'entre nous a grandi, c'est un berceau culturel français. Et y compris sur le plan des mobilisations politiques, d'être sensible à un certain nombre de causes d'éducation, de santé, de conditions sociales. Donc les gens qui nous posent en général ces questions, ils se comportent comme si en fait ils étaient des guichets à la frontière, et nous on est en train de rentrer et on leur demande la permission. Mais on définit ce pays. Si on est 65 millions de citoyens français, il y a 65 millions différentes d'êtres français. On contribue tous non seulement à être influencés par ça, mais aussi à définir ça. Mais la question, elle est posée pour exclure. On conçoit l'identité française au bout du compte comme une frontière. On se place, les groupes racistes se placent comme des censeurs et comme des gens qui sont garants de cette identité-là. Et dans ce cas-là, ils s'enferment en fait dans une identité fantasmée de ce que c'est d'être français. Aujourd'hui, être français, c'est être d'une religion et avoir une culture littéraire d'un moment donné et avoir une citoyenneté à un autre. Et on présente ça en fait comme si c'était mutuellement exclusif. Il n'y a pas à choisir entre être grand et être brun. De la même manière, il n'y a pas à choisir entre de confession musulmane et de citoyenneté française. Quand on parle maintenant d'assimilation, alors c'est encore autre chose l'assimilation. L'assimilation, c'est le fait de vouloir imposer à la personne qui est venue dans le pays, peut-être depuis 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 ou 7 générations parfois, et de vouloir l'obliger à renier celui qu'il est ou celle qu'elle est. Et là, ça pose un problème fondamental. Et tant que la France, en tout cas, tant que certains politiques ne comprendront pas que l'intégration ou l'assimilation ne concerne pas du tout ceux qui sont nés en France, mais que nous sommes une part entière de cette France-là, eh bien, il y aura un couac. Et il est toujours intéressant de voir que les bannis oui-oui analphabètes ou les bannis oui-oui cultivés qu'on nous met en avant dans les médias ou parfois même dans certaines mosquées, viennent nous parler d'intégration. Mais parce qu'eux ont besoin d'intégration puisqu'ils ne sont même pas nés en France. Et c'est toujours intéressant de voir des gens qui ne sont pas nés en France, qui sont arrivés, je pense à certaines personnes qui sont arrivées en France par exemple quand ils avaient 20 ans ou 25 ans, et qui viennent aujourd'hui dire à des musulmans qui sont nés en France, qui ont grandi en France, et viennent leur faire la morale en leur disant « vous n'êtes pas intégrés ». Nous n'avons pas besoin d'intégration, nous sommes une partie de cette nation.